Contrôle tes réactions. Il y a des moments où la vie te met face à une provocation et tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui veut exploser, comme une étincelle qui menace d'incendier tout. Cette étincelle est ta réaction. C'est le feu qui, si tu ne le contrôles pas, peut consumer ta tranquillité, ton pouvoir et ta clarté. Mais lorsque tu arrives à t'arrêter une seconde avant de brûler, lorsque tu choisis de respirer au lieu de répondre, tu gagnes la bataille la plus importante, celle que tu livres contre toi-même. Contrôler tes réactions n'est pas facile, mais c'est ce qui différencie un esprit fort d'un esprit dominé par les émotions. La plupart des gens vivent en mode automatique, répondant sans réfléchir, poussés par l'ego ou par la peur. Mais tu n'es pas ici pour agir comme tout le monde. Tu es ici pour maîtriser l'art de l'autodiscipline, pour devenir quelqu'un qui ne peut être manipulé ni émotionnellement déplacé par les mots ou les attitudes des autres. Parce que lorsque tu ne réagis pas, tu désarmes le jeu de l'autre. Celui qui cherchait à te provoquer se retrouve soudainement face à un mur impénétrable. Celui qui voulait te contrôler par l'émotion perd son pouvoir à l'instant où tu choisis de ne pas le lui donner. Chaque fois que quelqu'un cherche à te pousser à réagir, il t'offre en réalité une opportunité de te renforcer. Le silence, la pause, le calme sont tes boucliers. Et même si cela semble te rendre plus faible, en réalité, cela te rend plus fort. La force ne se démontre pas par des cris ou des impulsions, mais par la capacité à garder son sang-froid lorsque tout en toi veut exploser. Contrôler tes réactions n'est pas te réprimer, c'est diriger ton énergie là où elle compte vraiment. C'est utiliser la raison comme guide au lieu de l'orgueil. C'est comprendre que tu n'as rien à prouver à personne parce que le vrai pouvoir ne se défend pas, il se maintient. Lorsque tu restes serein face à une provocation, quelque chose change chez l'autre. Il s'attendait à te voir tomber, perdre le contrôle, justifier sa vision de toi. Mais en ne le faisant pas, il se confronte à lui-même. Le silence lui renvoie son propre bruit. Ton calme le déstabilise, ta sérénité le confond. Non pas parce que tu l'ignores, mais parce que tu le transcends. Et à ce moment-là, tu comprends que le contrôle ne consiste pas à dominer les autres, mais à te dominer toi-même. Souviens-toi, personne ne peut te faire perdre ton calme sans ton autorisation. Quand tu comprends cela, tu deviens invulnérable. Tu peux écouter des insultes sans les absorber. Tu peux voir des attitudes sans les prendre comme une attaque. Tu peux sentir l'impulsion et pourtant choisir l'équilibre. C'est là la véritable maîtrise émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot, ni de prouver que tu as raison. Ta sérénité dit tout. Le silence, dans ce cas, n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. C'est la façon la plus élégante de montrer que tu n'es pas prêt à être emporté par les émotions des autres. Quand tu apprends à garder le silence face à la provocation, quand tu choisis d'observer avant d'agir, tu dis au monde « Je ne contrôle pas ce qu'ils font, mais je contrôle ce que je suis ». Cette phrase ne se dit pas avec des mots, elle se démontre par le calme. Contrôler tes réactions, c'est transformer l'impulsion en sagesse. C'est regarder le feu sans te brûler. C'est choisir l'esprit plutôt que l'ego. Et quand tu y arrives, tout change. Les disputes perdent leur sens, les conflits se réduisent, et les personnes qui te déstabilisaient auparavant n'ont plus accès à toi. Parce que le silence non seulement désarme l'autre, mais il te libère aussi. Il t'apprend que le calme n'est pas une faiblesse, mais une forme supérieure de pouvoir. 2. Fais de ton silence ta force. Le silence est comme une ombre qui marche avec toi. On ne le voit pas, mais il te suit partout où tu vas. Dans un monde qui récompense la rapidité, la réponse immédiate et le bruit constant, le silence est devenu un pouvoir oublié. Cependant, celui qui apprend à le maîtriser découvre une force qui n'a rien à prouver. Parce que le silence ne cherche pas à convaincre, il révèle seulement. C'est le langage de l'esprit fort, l'armure de l'âme qui n'a plus besoin de justifier sa valeur. Quand tu apprends à utiliser le silence à ton avantage, tu arrêtes de réagir et tu commences à diriger. Tu ne t'épuises plus à expliquer, à discuter ou à essayer de faire comprendre à l'autre ce qu'il ne veut pas voir. Tu laisses le silence parler pour toi, et crois-moi, il le fait avec plus de force que n'importe quel mot. Il y a quelque chose de profondément troublant dans le calme de quelqu'un qui n'a pas besoin de répondre. Ce calme impose le respect, car il démontre la maîtrise. Personne ne peut contrôler celui qui ne se laisse pas emporter par l'impulsion de parler. Le silence bien utilisé n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle.
C'est savoir quand se taire pour ne pas gaspiller d'énergie dans ce qui n'apporte rien. C'est choisir la pause comme bouclier et comme stratégie. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu comprends que tout ne mérite pas une réponse. Parfois, le silence est la meilleure façon de poser des limites sans prononcer un seul mot. Et celui qui ne le comprend pas finira par ressentir le poids de cette absence. Parce que le silence oblige l'autre à se regarder lui-même, à affronter l'écho de ses propres actions. Fais de ton silence ta force quand le chaos t'entoure. Dans les discussions, quand tout semble vouloir te pousser à perdre le contrôle, reste calme. Observe. Laisse l'autre s'épuiser dans son besoin d'avoir raison. Ta sérénité est son miroir, et ce reflet peut être insupportable. Plus il parle, plus il devient clair qui a vraiment le contrôle. Le silence déconcerte, confond, révèle les fissures dans le masque de celui qui feint la sécurité, et le meilleur de tout. Il te maintient dans ton centre. Il y a ceux qui confondent le silence avec la faiblesse, mais cela ne le dit que celui qui ne supporte pas son propre bruit intérieur. Se taire nécessite de la force. Se taire quand tu pourrais te défendre demande du courage. Se taire quand tu pourrais détruire avec des mots démontre la maîtrise. Le silence est la voix de celui qui n'a plus besoin de prouver qu'il a raison, parce que sa vérité se tient seule. Ce n'est pas une fuite, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'autocontrôle. Pense au silence comme une énergie invisible qui s'accumule en toi. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, cette énergie grandit. Elle se transforme en calme, en clarté, en pouvoir. Tu arrêtes de réagir à partir de la blessure et tu commences à agir à partir de l'esprit. Et dans ce changement, tu récupères quelque chose que beaucoup ont perdu. Ton pouvoir personnel. Tu n'es plus à la merci des émotions des autres, ni du bruit du monde. Tu es maître de ton espace intérieur. Fais de ton silence ta force quand les autres attendent du bruit. Quand ils te provoquent, quand ils t'ignorent, quand ils cherchent à te sortir de ton centre, rappelle-toi que ta réponse la plus intelligente peut être de ne pas répondre. Non pas parce que tu n'as pas de voix, mais parce que ta voix n'est plus gaspillée là où elle ne sera pas comprise. Et petit à petit, tu verras comment les dynamiques changent, comment les gens commencent à te traiter avec plus de soin, comment le respect arrive sans le demander. Le silence ne protège pas seulement, il élève aussi. Il te sort du jeu émotionnel des autres et t'apprend à observer à distance, sans perdre l'empathie, mais sans te perdre toi-même. 3. Arrête de chercher la validation. Le désir d'être validé est comme un puits sans fond. Peu importe combien tu le remplis, il finit toujours vide. Tu cherches l'approbation, et quand tu l'obtiens, elle est de courte durée, elle se dissout, et tu as besoin de plus. C'est une addiction silencieuse qui vole l'énergie, la dignité et le pouvoir. Le plus dangereux, c'est qu'elle se déguise en besoin humain. Nous voulons tous être vus, compris, reconnus. Mais quand tu dépends de ce regard extérieur pour te sentir précieux, tu perds la liberté intérieure. Tu finis par construire une version de toi qui existe seulement pour plaire, pas pour vivre avec authenticité. Arrêter de chercher la validation ne signifie pas devenir froid ou désintéressé. Cela signifie arrêter de mendier la reconnaissance. Cela signifie agir à partir de ta vérité sans attendre les applaudissements. Parce que quand tu le fais, tu récupères quelque chose que le monde essaye de te prendre. Le pouvoir de te définir par toi-même. La validation externe est instable. Elle change avec les modes, avec les humeurs des autres, avec la perception du moment. Si ta valeur dépend de cela, tu construis sur du sable. Mais si ta valeur repose sur ton propre jugement, sur ta cohérence et tes principes, alors personne ne peut te faire tomber. Le silence joue un rôle essentiel dans ce processus. Quand tu te tais, tu t'écoutes. Quand tu arrêtes de t'expliquer, tu arrêtes de te justifier, tu commences à découvrir ce que tu penses vraiment. Le silence interrompt le bruit des attentes et te force à regarder à l'intérieur. C'est là que commence l'indépendance émotionnelle. Parce que tu ne peux pas avoir le contrôle de toi-même si tu continues à attendre que les autres te disent qui tu es ou si tu fais bien. La validation la plus puissante n'est pas recherchée. Elle est construite à travers la cohérence. Dans une relation, ce changement est transformateur. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation de l'autre, les règles changent. Tu n'agis plus par peur de perdre, ni tu parles par besoin de plaire. Tu agis à partir du respect, pas de la désespération. Tu arrêtes d'essayer de convaincre
et tu commences à observer. L'autre ressent cette différence, il l'aperçoit même s'il ne la comprend pas. Il ne peut plus te manipuler avec des silences, ni contrôler ton état émotionnel avec l'attention qu'il donne ou retire. Parce que maintenant, ton centre ne dépend de personne d'autre. Chaque fois que tu attends un message, une réponse ou une réaction, tu donnes une partie de ton pouvoir. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas en dépendre, tu le récupères. C'est une pratique quotidienne, une discipline interne. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais de garder ta dignité intacte même si l'autre ne répond pas comme tu l'espères. C'est apprendre à être complet, même quand tu ne reçois pas ce que tu voulais. C'est la liberté émotionnelle que peu de gens atteignent, parce qu'elle nécessite de faire face à tes propres insécurités sans anesthésie. Arrêter de chercher la validation, c'est aussi accepter que tout le monde ne va pas te comprendre. Qu'il y aura des gens qui critiqueront ton silence, confondront ton calme avec de la froideur ou interpréteront ta distance comme du désintérêt. Laisse-les. Tu n'as pas besoin de convaincre quiconque de ta valeur. Les gens perçoivent ton énergie avant tes mots. Et l'énergie de quelqu'un qui s'appartient à lui-même n'a pas besoin de présentation. Il y a un type de pouvoir qui naît quand tu arrêtes de courir après la reconnaissance. C'est un pouvoir silencieux, mais ferme. Tu deviens plus sélectif avec tes mots, plus prudent avec ton temps, plus conscient de ton énergie. Tu te rends compte que tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton monde intérieur, et tu commences à te déplacer avec la sérénité de celui qui ne cherche plus à être accepté, mais à se comprendre lui-même. 4. Observe sans répondre. Il y a une énorme différence entre regarder et observer. Regarder, c'est voir ce qui se passe. Observer, c'est comprendre pourquoi cela se passe. Celui qui regarde réagit, celui qui observe comprend. La plupart des gens sont pris au piège dans le réflexe immédiat. Quelqu'un dit quelque chose, et ils répondent déjà. Mais celui qui a appris l'art d'observer sans répondre maîtrise le terrain psychologique. Parce que pendant que les autres se précipitent pour parler, tu analyses, mesures, comprends. Et c'est dans cette pause, dans ce silence stratégique, que naît le pouvoir. Observer sans répondre ne signifie pas que tu es indifférent. Cela signifie que tu ne donnes pas ton énergie à ce qui ne mérite pas ton attention. C'est une compétence qui exige de la maturité et du contrôle émotionnel. Elle te permet de voir les intentions cachées derrière les mots, les peurs déguisées en fierté, les blessures qui se cachent derrière la provocation. Quand tu apprends à regarder au-delà du geste, tu découvres des modèles. Tu commences à remarquer comment certaines personnes cherchent ta réaction non pas pour communiquer, mais pour confirmer leur pouvoir sur toi. Et c'est là que le silence devient ta meilleure défense. Le silence te donne le temps de réfléchir, et ce temps est de l'or. Chaque seconde que tu ne réponds pas t'éloigne de l'impulsion et te rapproche de la clarté. Dans cet espace, tu peux voir si cela vaut vraiment la peine de t'impliquer ou s'il vaut mieux garder tes distances. La plupart des conflits émotionnels ne naissent pas de ce qui est dit, mais de la manière dont on réagit. Mais quand tu apprends à observer sans répondre, tu brises le cycle. Tu ne tombes pas dans le jeu de l'ego, tu ne te laisses pas emporter par l'émotion du moment. Tu maintiens ta position, calme, en contrôle. Observer t'apprend aussi à connaître les gens. Quand tu ne parles pas beaucoup, quand tu laisses les autres remplir le silence, leurs véritables intentions se dévoilent. Ils parlent trop, se justifient, révèlent ce qu'ils voulaient cacher. Pendant que tu restes calme, ils se trahissent. C'est l'avantage de celui qui sait utiliser le silence comme un miroir. Il n'a pas besoin de pression pour voir la vérité, il laisse simplement apparaître. Dans les relations, cette attitude change tout. Quand quelqu'un essaye de te provoquer et que tu ne réagis pas, il est déconcerté. Quand il s'attendait à ce que tu te défendes, que tu te mettes en colère ou que tu te justifies, et que tu gardes le silence et le regard ferme, le pouvoir change de camp. Il ne s'agit pas de jouer, mais de ne pas être manipulé. Celui qui observe avec sérénité montre que rien d'extérieur n'a de contrôle sur son intérieur. Et cela, psychologiquement, est déconcertant pour celui qui cherche à te dominer avec des mots ou des émotions. Mais observer sans répondre est aussi une façon de guérir. Parce qu'en te taisant et en regardant, tu t'écoutes plus. Tu commences à remarquer tes propres modèles, tes faiblesses, tes déclencheurs. Tu apprends à voir quand ton esprit veut intervenir par ego et quand ton âme préfère la paix. Cette conscience n'arrive pas avec du bruit, elle arrive avec le calme. Le silence devient ton maître. Il t'enseigne que tout ce qui est dit ne mérite pas de réponse, ni tout ce qui t'affecte ne mérite d'attention. Pratiquer cette leçon n'est pas facile.
mais elle vaut chaque effort. Elle nécessite de la discipline mentale, de l'humilité émotionnelle et la capacité de tolérer le vide. Parce que le silence fait parfois mal, surtout quand tu répondais par habitude ou nécessité. Mais quand tu résistes à cette impulsion, tu découvres quelque chose de profond. Ton esprit commence à s'organiser. Tu ne bouges plus par instinct, mais par intention. Et avec le temps, ce contrôle de soi te rend plus fort que toute provocation. 5. Renforce-toi dans la distance. La distance n'est pas toujours une perte, parfois c'est le gymnase de l'âme. C'est cet espace où le silence pèse, mais purifie aussi, où chaque souvenir, chaque impulsion de retour, devient une opportunité pour renforcer le caractère. Être loin n'est pas abandonner, c'est te choisir. C'est le moment où tu apprends à te soutenir sans dépendre de l'écho d'une autre voix, où tu découvres si ton centre était réel ou juste une illusion soutenue par la présence de l'autre. La distance, bien qu'elle fasse mal, t'enseigne ce que la proximité n'a jamais pu te montrer. Ta capacité à résister sans avoir besoin. Se renforcer dans la distance est un processus psychologique profond. Au début, tu ressens le vide comme une menace, un trou qui semble tout absorber. Tu cherches des signes, tu te demandes si l'autre pense à toi, s'il te manque, s'il reviendra. Mais c'est le premier réflexe de l'attachement, la tentative désespérée de l'ego pour reprendre le contrôle. Si tu résistes à l'urgence de t'approcher, si tu réussis à rester silencieux, quand tout en toi crie pour une réponse, tu commences à retrouver ton pouvoir. L'esprit se calme, le corps s'allège, l'âme commence à se réorganiser. Ce qui était auparavant de l'anxiété se transforme en compréhension, ce qui était auparavant de la dépendance devient de la force. La distance révèle tes véritables sources d'énergie. Quand tu n'as plus l'attention de l'autre, tu découvres à quel point tu es solide sans validation externe. C'est là que le désir se sépare de l'amour, le besoin du respect. Tu apprends à te nourrir de ta propre compagnie, à écouter ta voix intérieure, à valoriser le pouvoir d'être avec toi sans te sentir seul. Parce que la solitude, quand elle est comprise, n'est pas une punition, c'est un territoire sacré. C'est là que tu construis la version la plus pure de toi, celle qui n'a besoin de personne pour soutenir sa valeur. Dans les relations, savoir se renforcer dans la distance change tout. Tu ne réagis plus au silence de l'autre comme à un abandon, mais comme à un entraînement. Chaque jour où tu ne cherches pas, où tu n'écris pas, où tu n'insistes pas, tu construis du muscle émotionnel. Tu démontres que ta paix ne dépend plus du comportement de quelqu'un d'autre. Cette stabilité est magnétique, parce que celui qui ne désespère pas a le contrôle. Au moment où tu choisis de ne courir après personne, tu cesses d'être vulnérable au pouvoir des autres. Et paradoxalement, quand tu n'as plus besoin de l'attention de l'autre, c'est là que tu suscites le plus de curiosité. Le silence commence à parler pour toi, la distance devient présence, l'absence une déclaration de dignité. Se renforcer dans la distance signifie aussi ne pas la combler avec des distractions vides. Il ne s'agit pas de faire semblant que ça ne fait pas mal, mais de transformer la douleur en but. Utilise ce temps pour grandir, pour te connaître, pour construire la vie que tu veux sans attendre que quelqu'un d'autre t'accompagne. La distance ne sépare pas seulement les corps, elle sépare les niveaux de conscience. Elle te force à regarder ce que tu avais ignoré, à guérir ce que tu avais évité, à fermer ce que tu avais laissé en suspens. Et quand tu le fais, tu ne reviens plus le même. La distance révèle qui se soutient par nécessité et qui se soutient par conviction. Celui qui dépend de l'attention des autres s'effondre dans le silence. Celui qui se renforce dans la distance apprend à profiter du pouvoir de l'indépendance émotionnelle. Cette personne n'a plus peur de perdre parce qu'elle a compris que la seule chose qu'elle ne peut jamais perdre, c'est elle-même. Transformer la distance en force est le plus grand acte de maturité émotionnelle. 6. Accepte le vide avec calme. Le vide n'est pas un ennemi, c'est le professeur le plus silencieux que tu auras dans la vie. C'est cet espace entre ce que tu étais et ce que tu es sur le point de devenir, un terrain incertain que peu de gens supportent parce qu'il n'offre ni certitude ni distraction. Le vide est inconfortable parce qu'il te laisse face à toi-même, sans échappatoire, sans bruit, sans excuse. Mais si tu apprends à le regarder sans peur, tu découvres qu'il n'est pas là pour te punir, mais pour te reconstruire. L'accepter avec calme, c'est comprendre que tout ce qui est ressenti comme une perte n'en est pas vraiment une. Parfois l'âme fait simplement de la place pour quelque chose de nouveau.
Quand tout s'arrête, quand le silence devient plus fort que les pensées, l'instinct cherche à le combler. Messages, distractions, conversations vides, n'importe quoi pour combler ce trou. Mais la croissance n'arrive pas quand tu l'évites, elle arrive quand tu restes. Dans ce moment où il n'y a pas de réponse, où l'esprit est agité et le cœur cherche du bruit, se trouve ta plus grande opportunité d'évolution. Parce que ce que tu crains le plus de ressentir est ce que tu as le plus besoin de comprendre. Accepter le vide avec calme n'est pas se résigner. C'est se permettre de traverser l'obscurité sans perdre la foi en son propre processus. D'un point de vue émotionnel, le vide n'est pas l'absence de quelque chose, c'est la pause nécessaire avant la renaissance. Tout comme la terre a besoin de se reposer avant de fleurir, tu as aussi besoin de t'arrêter pour récupérer de l'énergie. Le problème est que nous avons été éduqués pour craindre le silence et fuir l'espace intérieur. On nous a appris à chercher des réponses à l'extérieur, alors que les véritables transformations se produisent à l'intérieur. Rester silencieux n'est pas abandonner, c'est donner un répit à l'âme pour qu'elle réorganise ce que le chaos a désorganisé. Accepter le vide avec calme, c'est aussi arrêter de forcer ce qui n'a plus de sens. Parfois, l'univers t'enlève des personnes, des chemins ou des certitudes, non pas pour te punir, mais pour te libérer de ce qui a déjà accompli son but. Résister ne fait que prolonger la douleur. Mais quand tu arrêtes de lutter contre ce qui est terminé et que tu respires simplement, le vide devient un espace sacré de clarté. Il te permet d'entendre ce que tu ignorais auparavant, de comprendre ce que tu ne voulais pas accepter et de voir clairement ce qui compte vraiment. Dans une relation, accepter le vide après une déconnexion est essentiel. Si tu le remplis trop rapidement, tu ne feras que répéter les mêmes schémas avec des visages différents. Le vide est la période de désintoxication émotionnelle. C'est le silence qui t'oblige à regarder tes dépendances, tes habitudes d'attachement et ton besoin de contrôle. Et si tu le traverses avec sérénité, sans chercher de raccourcis, tu renaîtras plus conscient, plus stable et plus libre. Tu apprends que tu n'as pas besoin de clore chaque histoire avec des mots, parce que certaines ne se terminent qu'avec de la distance et du temps. Le vide teste aussi ta capacité à faire confiance. Quand rien ne semble avancer, quand il n'y a ni signe ni réponse, ton esprit te crie que tu es en train de perdre le contrôle. Mais le contrôle est une illusion. Accepter le vide, c'est se soumettre au processus avec dignité, sachant que ce qui doit arriver arrivera, et ce qui doit partir, partira. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide si tu ne permets pas à l'ancien de se dissoudre. Tu ne peux pas guérir si tu ne laisses pas de place pour le nouveau. Accepter le vide avec calme est un acte de maturité spirituelle. Cela signifie te soutenir sans certitude, sans validation, sans distraction. C'est être avec toi dans le silence et ne pas chercher à échapper. C'est transformer la solitude en introspection, la douleur en apprentissage et l'absence en opportunité. 7. Soyez imprévisible et ferme. Une horloge qui indique toujours la même heure cesse d'attirer l'attention. Il en va de même pour les personnes prévisibles. Elles deviennent une partie du paysage, facile à lire, facile à contrôler. En revanche, celui qui apprend à se déplacer avec fermeté, sans révéler ses prochains pas, devient une énigme. L'imprévisibilité n'est pas jouer avec les autres, c'est protéger votre énergie du contrôle extérieur. C'est bouger avec calme, sans que personne ne puisse anticiper vos réactions. C'est un équilibre entre le silence et la décision, où votre présence transmet de la force même lorsque vous ne dites rien. Être imprévisible et ferme est une attitude qui naît de la maîtrise intérieure. Il ne s'agit pas de se cacher ou de feindre l'indifférence, mais de cesser d'être évident. Lorsque vous réagissez toujours de la même manière, lorsque tout le monde peut calculer votre réponse, vous perdez du pouvoir. La stratégie consiste à maintenir votre essence sans révéler votre prochain mouvement. Parfois, vous vous taisez. Parfois, vous agissez avec précision. Parfois, vous vous retirez. Parfois, vous faites un pas en avant. Personne ne sait quand ni pourquoi. Et c'est là votre force. Parce que pendant que les autres sont préoccupés par la façon dont ils sont perçus, vous choisissez de bouger en silence, guidé par la conviction, non par l'émotion. La fermeté n'est pas d'être rigide, mais de savoir quoi défendre et quoi lâcher. Un esprit fort n'a pas besoin de prouver sa supériorité, seulement de maintenir la cohérence. Lorsque vous décidez quelque chose, vous le faites sans vous justifier, sans explications inutiles. Cette détermination déroute ceux qui vivent du drame, car ils ne trouvent pas la faille pour vous manipuler.
Votre imprévisibilité n'est pas le chaos, c'est une direction protégée. C'est agir à partir de la logique et non de l'urgence. C'est montrer que tous les chemins vers vous ne sont pas ouverts, que seul celui qui comprend la valeur de votre calme arrive. Dans une relation, cette leçon transforme la dynamique. Lorsque l'autre ne peut plus anticiper votre réaction, il perd le contrôle sur vous. Il espérait que vous répondriez, et vous ne le faites pas. Il espérait que vous insistiez, et vous vous retirez. Il espérait que vous vous fâcheriez, et vous souriez. Ce désarroi psychologique a un pouvoir profond. Non pas parce que vous cherchez à dominer, mais parce que vous démontrez que personne d'autre ne dicte votre rythme. Vous ne vous définissez plus par la réponse de l'autre, mais par votre capacité à rester centré. C'est la véritable indépendance émotionnelle. Bougez selon vos valeurs, non selon les attentes des autres. Être imprévisible et ferme n'est pas de la froideur, c'est de l'autoconscience. Cela signifie que vous ne réagissez pas à partir de l'émotion, mais à partir de la stratégie. Que vous n'agissez pas par impulsion, mais avec intention. La plupart des gens deviennent prévisibles parce qu'ils ont besoin d'être compris, d'être acceptés. Mais lorsque vous surmontez ce besoin, vous arrêtez d'expliquer chaque pas. Non pas parce que vous cachez quelque chose, mais parce que vous avez confiance en votre chemin. Cette confiance intérieure génère un type de respect qui ne peut être demandé, seulement inspiré. Votre silence, lorsqu'il est combiné avec la fermeté, devient magnétique. Les gens ne savent pas ce que vous pensez, mais ils sentent que vous savez exactement ce que vous faites. Cela dérange ceux qui vivent du contrôle, car ils ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi rester ferme et en même temps imprévisible est une forme d'autodéfense émotionnelle. Cela empêche les autres de se nourrir de vos faiblesses et vous rappelle que la paix ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à ne pas réagir impulsivement. Être ferme, c'est aussi savoir quand agir. Tout ne se résout pas avec la distance, ni tout ne se gagne avec des mots. Parfois, la véritable force réside dans une action précise, une limite claire, une décision silencieuse. 8. Que ton silence parle pour toi. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de présentation. Parfois, la force la plus frappante ne vient pas de la voix, mais du silence qui laisse une empreinte sans dire un seul mot. Le silence ne cherche pas à convaincre, il cherche simplement à démontrer. Lorsqu'une personne apprend à le maîtriser, sa présence change, son énergie se sent différente. Non pas parce qu'elle fait plus de bruit, mais parce qu'elle transmet équilibre, contrôle et dignité. Dans un monde saturé d'opinions et d'explications, le silence devient une déclaration de supériorité émotionnelle. C'est la voix de celui qui n'a plus besoin de se justifier, car son calme explique tout. Laisser ton silence parler pour toi est une forme de communication plus profonde que n'importe quel discours. Il ne s'agit pas d'ignorer, il s'agit de montrer. Tes actions, ta posture, ton regard, ta cohérence quotidienne en disent plus que n'importe quel mot impulsif. Les gens qui crient cherchent de l'attention, ceux qui se taisent avec intention projettent de l'autorité. Quand ton silence est intentionnel, il devient un miroir et une arme. Il force l'autre à se regarder, à confronter son propre bruit, à reconnaître sa propre insécurité. Et sans effort, tu récupères le pouvoir que tu donnais auparavant avec tes réactions. Le silence a un langage psychologique que peu de gens comprennent. Chaque fois que tu choisis de ne pas expliquer ce que l'autre ne veut pas comprendre, tu protèges ton énergie. Chaque fois que tu décides de ne pas clarifier l'évident, tu rappelles que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Le silence parle quand tu agis avec cohérence, quand tu maintiens ton calme face à la provocation, quand tu ne te rabaisses pas à démontrer ce qui est déjà visible. Celui qui sait se taire au bon moment ne perd pas la bataille, il la gagne en silence. Laisser ton silence parler signifie aussi avoir la maturité de ne pas chercher une justice immédiate. Les personnes qui vivent par l'émotion ont besoin de conclure tout avec des mots, de prouver qu'elles avaient raison, d'obtenir la reconnaissance. Mais le silence travaille lentement et profondément. Le temps se charge de mettre chacun à sa place. Et tu n'as pas besoin de te salir les mains pour que cela se produise. Quand tu gardes ton calme, l'autre ressent la différence. Il attendait ta réaction, ton message, ta défense. Mais ce qu'il reçoit est une absence. Et cette absence pèse plus lourd que n'importe quel argument. Le silence communique aussi la transformation.
Il dit que tu as appris à prioriser ta paix sur le besoin de gagner. Il dit que tu as choisi la sérénité sur le chaos, que tu as compris que tous les maux ne guérissent pas, que certains ne font qu'ouvrir des blessures. Quand l'autre voit que tu ne réagis plus de la même manière, que tu ne discutes plus, que tu ne demandes plus d'explications, il sent que quelque chose a changé en toi. Et ce changement génère du respect. Parce que le silence n'est pas de l'indifférence, c'est de l'évolution. C'est le langage de celui qui n'a plus besoin d'attention, mais de cohérence. Laisser ton silence parler ne signifie pas disparaître, mais s'élever. Cela signifie être tellement en contrôle de toi-même que tu ne réponds plus depuis l'ego, mais depuis la conscience. Tes décisions deviennent plus claires, tes limites plus fermes, ton énergie plus ordonnée. Les gens commencent à percevoir ta valeur sans que tu la mentionnes. Ta distance devient un message, ton calme une limite, ton silence une affirmation. Je ne joue plus le même jeu. Ton silence doit être ta signature, ta façon de fermer des cycles, ta manière de poser des limites. Que celui qui essaye de te manipuler se heurte au mur impénétrable de ton calme. Que celui qui te sous-estime découvre que le pouvoir n'est pas dans le fait de parler plus fort, mais dans le fait de maintenir le silence sans perdre le cap. Ta vie, telle qu'elle est maintenant, ressemble à une pièce en flammes. Non pas parce que tout est perdu, mais parce que tout brûle en même temps. Tes doutes, tes culpabilités, ton désordre, tes émotions incontrôlées, ton passé que tu continues à respirer, même si tu jures l'avoir surmonté. Et pendant que le feu avance, tu restes debout au milieu de la fumée, espérant que quelqu'un vienne te sauver. Mais personne ne vient. Personne n'entrera. C'est le moment où tu dois accepter que, si tu ne prends pas le contrôle, l'incendie te consume. Sois franc avec toi-même. Le chaos n'est pas apparu de nulle part. Tu l'as laissé grandir. Tu lui as ouvert la porte chaque fois que tu as évité quelque chose que tu devais affronter. Chaque fois que tu as blâmé les autres, chaque fois que tu t'es plaint sans bouger, chaque fois que tu as laissé ton passé décider de ton lendemain. Et maintenant, tu en paies le prix. Tu le sens dans ton esprit, dans ta maison, dans tes émotions, dans ta discipline brisée. Tu vis épuisé parce que tu continues d'essayer de marcher sur un terrain que tu maintiens toi-même plein de débris. Mais écoute bien, tu n'es pas condamné, tu es désordonné. Et le désordre, aussi chaotique soit-il, a une solution si tu as le courage de le regarder en face. C'est de cela que parle cette vidéo. Pas de motivation infantile, pas de belles phrases, pas de te faire sentir bien. Ici, tu vas affronter la version de toi qui a créé ce désastre pour que tu puisses devenir la version qui le résout enfin. Si tu restes jusqu'à la fin, tu recevras une carte claire, dure, pratique. 8 leçons pour arrêter de traîner un passé qui n'a plus le droit de te gouverner. 8 étapes pour te reconstruire de l'intérieur. 8 décisions qui peuvent faire de 2025 le point de basculement que tu attends depuis trop longtemps. Commençons. Ce ne sera pas doux, mais ce sera nécessaire. 1. Prends le contrôle de ta vie. Imagine que tu es assis au volant d'une voiture qui a roulé seule pendant des années sans que tu la diriges. Le moteur rugit, la route vibre et les virages se rapprochent sans que tu aies les mains sur le volant. C'est ainsi que tu as vécu jusqu'à présent, laissant tes émotions, ton passé, tes impulsions et tes excuses décider pour toi. Puis, tu es surpris quand tu finis toujours au même endroit, épuisé, frustré, sentant que ta vie est un chaos que tu ne peux pas contrôler. Mais écoute quelque chose avec une clarté absolue. Personne ne va entrer dans ta vie pour mettre de l'ordre dans ce que tu continues à laisser en ruine. Personne ne va te donner de la discipline. Personne ne va prendre la responsabilité de tes décisions. C'est ton moment pour accepter que beaucoup de ton chaos actuel n'est pas de la malchance. C'est un manque de direction, un manque de contrôle, un manque de responsabilité. Et même si ça fait mal, c'est aussi libérateur parce que si tu l'as créé, tu peux le démanteler. Prendre le contrôle n'est pas répéter des phrases motivantes, c'est arrêter de te réfugier dans des excuses élégantes. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas changer, je suis comme ça, mon passé m'a marqué. Tout cela semble logique, mais en réalité, cela signifie « j'ai peur de me confronter à moi-même ».
Et tu resteras coincé tant que tu permettras à cette peur de prendre des décisions pour toi. Le stoïcisme te dit quelque chose de simple. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Et cette seule compétence peut changer toute ta vie. Tu contrôles ta vie quand tu arrêtes de réagir à tout ce qui se passe et que tu commences à agir avec intention. Quand tu décides que tes émotions ne seront plus le moteur qui te traîne, mais des signaux que tu sais interpréter. Tu contrôles ta vie quand tu arrêtes de blâmer les autres pour des blessures qu'il est temps pour toi de guérir. Quand tu regardes ton désordre externe et interne sans le dramatiser mais sans le cacher. Quand tu dis fermement « jusqu'ici est arrivée cette version faible de moi ». La première étape est d'accepter ta réalité sans te mentir. Reconnaître quelle partie du chaos est ta responsabilité. Voir ta vie comme tu verrais une chambre en désordre, vêtements jetés, déchets accumulés, vaisselle sale. Tu ne pleures pas pour ça, tu dis simplement « j'ai du travail à faire ». C'est ainsi que tu dois voir ton esprit, tes habitudes, tes émotions, pas avec honte mais avec clarté, pas avec victimisation mais avec décision. Ensuite vient la partie la plus puissante. Choisir de le réparer même si tu n'as pas envie, même si tu ne sais pas comment commencer, même si ça fait mal. Parce que prendre le contrôle n'est pas se sentir prêt, c'est décider que tu vas avancer même sans motivation. La motivation est instable, elle apparaît et disparaît. La décision est ferme, elle reste même quand elle te pèse. Un vrai changement commence quand tu choisis d'agir même si ton esprit te demande du confort. Prendre le contrôle signifie assumer que tu ne peux plus vivre en automatique. Cela signifie arrêter, respirer, regarder ta vie avec une brutalité honnête et dire « cela dépend de moi ». Cette étape réveille quelque chose en toi qui dort depuis des années, ton leadership interne. Il n'a pas besoin d'applaudissements ni de reconnaissance, il a besoin d'engagement. Un leader ne cherche pas d'excuses, il cherche des solutions. Un leader n'attend pas que la vie s'améliore, il l'améliore. Un leader ne se rend pas à son passé, il le surmonte. Si tu veux que l'année 2025 soit ton point de rupture, cette étape est obligatoire. Tu ne peux pas l'éviter, tu ne peux pas l'adoucir. Prendre le contrôle de ta vie signifie que, quoi qu'il arrive, tu décides de ta direction. Cela signifie que tu reprends le volant, tu serres fort, tu regardes la route et tu te promets que tu ne seras plus jamais passager de ta propre histoire. C'est ici que commence ton vrai changement. Ici, tu récupères ton pouvoir. 2. Range ton espace, range ton esprit. Imagine que ton esprit est comme une table remplie de vieux papiers, de tasses non lavées, de câbles emmêlés et d'objets qui ne servent à rien, mais que tu as laissé là parce que je le rangerai plus tard. Chaque fois que tu essaies de penser clairement, c'est comme chercher une aiguille dans tout ce désordre. Tu sais qu'elle est là, mais tu te perds parmi des choses qui auraient dû partir il y a longtemps. C'est ainsi que se présente ta vie maintenant, pleine de fardeaux accumulés qui occupent de l'espace mental et émotionnel. Et tant que tu continueras à vivre entouré de chaos, ta tête continuera à fonctionner de la même manière, saturée, lente, épuisée et sans direction. Tu ne peux pas demander à ton esprit de l'ordre si ton environnement reflète le contraire. Le désordre externe est un miroir silencieux du désordre interne. Beaucoup de gens pensent que c'est l'inverse, mais non. L'esprit s'adapte à l'espace dans lequel il vit. Si ta chambre est un désastre, ta concentration le sera aussi. Si ton bureau est plein de choses que tu n'utilises jamais, tes pensées seront également remplies d'émotions dont tu n'as plus besoin. Et si ta maison est pleine d'objets du passé, ton esprit continuera à porter des histoires qui ne te servent plus. Ranger ton espace n'est pas une tâche ménagère, c'est une thérapie stoïcienne. C'est un acte de confrontation avec toi-même. Chaque chose que tu enlèves du chemin est une pensée de moins qui t'étouffe. Chaque objet que tu jettes est un souvenir qui cesse de te contrôler. Chaque coin que tu nettoies est une décision de qui tu veux être aujourd'hui, pas de qui tu étais avant. Lorsque tu ranges ton espace, tu envoies un message direct à ton cerveau. À partir de maintenant, nous vivons différemment. Commence par ce que tu vois, car ce que tu vois façonne comment tu te sens. Tu n'as pas besoin que ta maison soit parfaite,
Tu as besoin qu'elle ait une intention. Tu as besoin qu'elle reflète quelqu'un qui veut avancer, pas quelqu'un qui est resté coincé dans plusieurs versions passées de lui-même. Ton lit, ton bureau, tes tiroirs, ton placard. Tout doit être aligné avec la vie que tu veux construire, pas avec la vie que tu essaies de laisser derrière toi. La même chose s'applique à ton téléphone, à tes réseaux sociaux, à ton ordinateur, à tes habitudes numériques. Tout le bruit que tu consommes laisse des traces dans ton esprit. Si tu ne filtres pas ton environnement te dirigera. Lorsque tu commenceras à ranger, tu ressentiras de la résistance. Tu te retrouveras à garder des choses que tu pensais ne plus avoir d'importance. Tu ressentiras de vieilles tristesses. Tu te souviendras de moments que tu croyais avoir surmontés. Tu te confronteras à des versions de toi-même qui te font mal. C'est normal. C'est une partie du processus. Le désordre n'occupe pas seulement de l'espace physique, il est aussi émotionnellement lié à toi. C'est pourquoi il est si difficile de le lâcher. Parce que tu ne jettes pas un objet, tu lâches l'histoire que cet objet portait. Et cela fait mal, mais cela libère aussi. Le stoïcisme t'enseigne que l'extérieur doit être aussi léger que l'intérieur. Un guerrier ne va pas à la bataille en portant tout ce qu'il possède. Il n'emporte que ce qui est nécessaire. Tu dois faire de même. Élimine ce qui ne s'ajoute pas. Garde ce qui t'aide à avancer. Ranger ton espace est la base pour ranger tes décisions. Un endroit propre t'oblige à penser différemment. Une chambre organisée t'invite à agir avec plus de clarté. Un environnement sain te rappelle que tu as le contrôle sur quelque chose, même lorsque le monde semble chaotique. Ce n'est pas un nettoyage de fin de semaine. C'est le début d'une mentalité. C'est le pas qui sépare le toi désordonné du toi qui prend les rênes. Lorsque tu ranges ton espace physique, tu commences à ranger tes priorités. Lorsque tu nettoies ton environnement, tu nettoies ton focus. Lorsque tu organises ce qui t'entoure, tu organises ce que tu penses. Et lorsque cela se produit, tu peux voir ta vie avec une précision que tu n'avais pas auparavant. 3. Concentre-toi sur moins, fais le mieux. Ta vie est devenue une liste interminable de choses à faire que tu ne finis jamais. Des objectifs à moitié atteints, des projets ouverts, des promesses que tu t'es faites et que tu n'as jamais tenues. Tu veux changer ton corps, ton esprit, tes habitudes, tes relations, tes finances, tout en même temps. Et à la fin de la journée, tu n'as qu'une sensation claire, épuisement et culpabilité. Ce n'est pas que tu n'as pas de potentiel, c'est que tu le gaspilles dans trop de directions en même temps. Personne n'avance en portant 10 chemins à la fois. Être brutalement honnête avec toi-même est nécessaire ici. Tu n'es pas bloqué par manque de rêve, tu es bloqué par manque de concentration. Tout t'intéresse, tu veux tout, tu essaies de toucher à tout, mais tu ne tiens presque rien. Cela crée une illusion de progrès qui est en réalité un pur mouvement vide. Tu es occupé, mais tu ne construis pas. Tu es fatigué, mais tu ne grandis pas. Le stoïcisme ne te demande pas de faire 1000 choses, il te demande de faire les quelques-unes que tu choisis avec intention, discipline et profondeur. Te concentrer sur moins n'est pas abandonner, c'est mûrir. C'est accepter que ton énergie, ton temps et ton attention sont des ressources limitées et que si tu les disperses partout, tu n'approfondis rien. Un guerrier n'entre pas dans la bataille en frappant l'air dans toutes les directions. Il choisit où frapper et le fait avec précision. Tu dois commencer à vivre ainsi. Tu as besoin de faire quelque chose que ton ego n'aime pas. Renoncer. Renoncer à des tâches qui ne font que te faire sentir occupé. Renoncer au besoin de prouver à tout le monde que tu peux tout faire. Renoncer à des projets que tu maintiens seulement par peur d'accepter qu'ils ne te correspondent plus. Renoncer à l'anxiété de vouloir des résultats dans tous les domaines en même temps. Tu n'es pas moins parce que tu fais moins. Tu es plus efficace quand tu choisis froidement où tu vas mettre ta force. Ce point devient pratique quand tu prends du papier et un crayon et te poses une question inconfortable. Qu'est-ce qui, si je l'améliorais vraiment dans les prochains mois, changerait le reste de ma vie? Pas 5 choses. 1. Peut-être est-ce ta discipline quotidienne. Peut-être est-ce ta santé. Peut-être est-ce ta relation avec toi-même. Peut-être est-ce ta situation économique.
Ce domaine, celui qui a le plus d'impact sur ton bien-être, doit être ton centre d'attention. Le reste, pour l'instant, passe au second plan. Il ne disparaît pas, mais il cesse d'être une priorité. À partir de là, la concentration se traduit par des actions concrètes. Arrête de remplir tes journées avec des listes impossibles. Choisis quelques tâches clés et fais-les avec toute ton attention. N'ouvre pas 20 fronts, ouvre-en un et maintiens-le. Si tu décides de travailler ta discipline, respecte alors tes horaires même si tu n'en as pas envie. Si tu décides de travailler ton corps, entraîne-toi même si tu es fatigué. Si tu décides de travailler ton esprit, respecte tes moments de lecture et de réflexion comme s'ils étaient un rendez-vous obligatoire. La concentration se démontre dans ce que tu répètes, pas dans ce que tu annonces. Le chaos interne se nourrit de la dispersion. Le calme naît de la clarté. Quand tu sais ce qui est important aujourd'hui, tout le reste perd de sa force. Tu arrêtes de te sentir coupable, de ne pas être partout, et tu commences à te sentir fier d'être vraiment dans ce que tu as décidé de construire. Moins de bruit, plus de profondeur, moins de promesses, plus de résultats, moins de pantomime, plus de travail réel. 2025 ne te demande pas d'être une machine parfaite, il te demande d'être sélectif. Si tu continues à essayer de tout englober, tu répéteras le même schéma que toutes les années précédentes. Épuisement, frustration, abandon. Si tu as le courage de te concentrer sur moins et de le faire mieux, tu vas ressentir quelque chose que tu n'as pas ressenti depuis longtemps. Un progrès réel. Ce point est le filtre. 4. Maîtrise tes émotions. Tes émotions sont comme un océan en pleine tempête, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que lorsque tu ne sais pas les naviguer, n'importe quelle vague te coule. Il y a des jours où une petite critique se transforme en tsunami, un vieux souvenir en marée haute, une préoccupation minimale en un naufrage complet. Et toi, tu restes là, flottant comme tu peux, essayant de survivre à ce que tu ressens sans comprendre que le problème n'est pas la mer, c'est que tu n'as jamais appris à tenir le gouvernail. Tu n'es pas né pour être emporté par tes émotions, tu es né pour les diriger. Cette partie est dure parce qu'elle touche ce qui t'a le plus freiné dans la vie. Tu réagis avant de penser, tu exploses avant d'observer, tu te noies avant d'analyser. Tu agis sur l'impulsion, pas sur la clarté. Et tant que tu vivras ainsi, tu continueras à répéter des schémas qui te détruisent. Une personne sans contrôle émotionnel est comme un bateau sans capitaine. N'importe quel vent le fait sortir de sa route. Le stoïcisme ne te demande pas de cesser de ressentir. Il te demande de ne pas être l'esclave de ce que tu ressens. Et cette différence change tout. Maîtriser tes émotions n'est pas les réprimer, c'est comprendre leur fonction. Chaque émotion apporte un message. La tristesse dit « quelque chose t'importe ». La colère dit « il y a une limite que tu n'as pas posée ». L'anxiété dit « tu vis dans un futur qui n'existe pas ». La peur dit « tu es face à quelque chose que tu dois affronter ». Le problème est que l'on ne t'a jamais appris à écouter le message, seulement à réagir au bruit. C'est pourquoi ta vie a connu tant de hauts et de bas, parce qu'au lieu d'interpréter, tu te laisses emporter. Tu as besoin de devenir observateur de ce qui se passe en toi. Quand quelque chose te frappe émotionnellement, ne réponds pas immédiatement. Respire, fais une pause, regarde ce que tu ressens comme si ce n'était pas à toi pour un instant. Demande-toi, qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Est-ce un fait ou une interprétation? Est-ce que je réagis à partir d'une vieille blessure ou de la réalité actuelle? Ce petit espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais est là où naît ton pouvoir. Cet espace est le contrôle. Cet espace est ce qui sépare le toi impulsif du toi conscient. Maîtriser tes émotions implique aussi de cesser de justifier des comportements destructeurs par des phrases comme « je suis comme ça ». On m'a fait me mettre en colère, je ne peux pas l'éviter. Tu le peux. C'est juste que tu n'as pas pratiqué. L'autocontrôle est un muscle, pas un talent. Tu le renforces chaque fois que tu choisis de ne pas exploser même si tu le peux, chaque fois que tu choisis de ne pas répondre immédiatement, chaque fois que tu choisis de penser avant d'agir.
Ce point nécessite du courage, car il t'oblige à te regarder sans masque, à admettre que beaucoup de ton chaos émotionnel, tu l'amplifies toi-même. Quand tu commenceras à te contrôler, tu remarqueras quelque chose de puissant. La vie ne devient pas plus facile, tu deviens plus fort. Les gens ne changent pas, ta façon de réagir change. Les problèmes ne disparaissent pas, ton habitude de les dramatiser disparaît. Les émotions ne cessent pas d'apparaître, cesse d'apparaître le besoin de leur obéir. Et ce changement te donnera une tranquillité que tu n'as jamais ressentie. Une tranquillité ferme, sérieuse, consciente, qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, seulement de qui tu es à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne une vérité brutale. Ce qui fait mal n'est pas le fait, mais ton interprétation du fait. Et si tu maîtrises cette interprétation, tu maîtrises ta vie. L'émotion arrive, mais tu décides combien de temps elle vit en toi. L'émotion frappe, mais tu décides si tu ouvres la porte. L'émotion crie, mais tu décides si tu lui prêtes attention. C'est le niveau de pouvoir auquel tu dois aspirer si tu veux un 2025 sans le chaos émotionnel qui t'a emporté pendant des années. Ce point n'est pas doux, mais c'est le plus transformateur. 5. Définis qui tu veux être. Il y a un moment dans la vie où tu te regardes dans le miroir et tu ne vois pas un visage, tu vois une ébauche. Tu vois une version de toi-même construite par les opinions des autres, par tes erreurs, par ton passé, par tes insécurités, par ce que tu croyais devoir être pour être accepté. C'est comme avoir une feuille pleine de lignes tracées par des mains étrangères, et tu continues à essayer de vivre dans un dessin qui ne t'appartient pas. C'est la raison pour laquelle tu as l'impression de ne pas avancer, de te contredire, de te perdre dans tes propres décisions. Tu ne sais pas qui tu es parce que tu ne t'es jamais arrêté pour le décider. Ce point est l'un des plus importants du scénario, car ici tu cesses d'être un résultat du chaos et tu commences à être une création consciente. Jusqu'à présent, tu as vécu en réagissant à la vie, en t'adaptant à ce qui se passe, en prenant des décisions à partir de la confusion, en répétant des habitudes qui ne correspondent pas à la personne que tu dis vouloir être. Et cela t'épuise, cela te fait te sentir divisé, cela te maintient coincé entre la personne que tu étais et la personne que tu pourrais devenir si tu prenais le contrôle. Pour le stoïcisme, l'identité n'est pas quelque chose que tu découvres, c'est quelque chose que tu construis. Ce n'est pas une destination, c'est un choix. Tu décides ce que tu valorises, ce que tu permets, comment tu agis, ce que tu tolères et ce que tu rejettes. La question n'est pas « qui suis-je vraiment ?», mais « qui choisis-je d'être à partir d'aujourd'hui ?» Cette question est un coup direct à ton ego car elle t'oblige à cesser d'utiliser le passé comme excuse. Peu importe ce que tu as été, ce qui compte, c'est ce que tu es prêt à être maintenant. Le passé t'explique, mais ne te définit pas. Pour définir qui tu veux être, tu dois faire un exercice d'honnêteté brutale. Demande-toi, quel type de personne j'admire? Quelles habitudes soutenues cette personne montrerait-elle? Comment affronterait-elle les problèmes? Comment réagirait-elle émotionnellement? Quelles décisions prendrait-elle? Quelles limites mettrait-elle? Quelle serait sa discipline quotidienne? Ensuite, compare-toi à cela, sans adoucir, sans te justifier, sans te victimiser. Observe simplement la distance entre le toi actuel et le toi idéal. Cette distance est ton travail. Et voici la partie inconfortable. Ton identité se révèle dans tes actions, pas dans tes intentions. Tu n'es pas discipliné parce que tu dis vouloir l'être. Tu es discipliné parce que tu le montres quand tu n'en as pas envie. Tu n'es pas fort émotionnellement parce que tu te le répètes. Tu es fort quand tu choisis de ne pas réagir à ton impulsion. Tu n'es pas quelqu'un qui valorise sa vie parce que tu le déclares. Tu l'es quand tu cesses de répéter des habitudes qui te détruisent. Définir qui tu veux être, c'est tracer une ligne, mais le vivre, c'est la franchir tous les jours. Choisis 3 qualités que tu veux qui définissent la version que tu construiras en 2025. Pas 20, 3. Peut-être veux-tu être discipliné, calme et responsable, ou fort, présent et déterminé, ou sage, constant et émotionnellement stable.
Ces qualités seront ta boussole. Lorsque tu devras prendre des décisions, tu ne penseras pas « que veux-je faire ?» mais « que ferait la personne que j'ai choisi d'être ?» Ce changement de mentalité te donnera une profondeur que tu n'as pas eue depuis des années. Définir qui tu es implique aussi de lâcher les vieilles identités. Tu dois laisser derrière toi la version de toi qui se blessait toute seule, celle qui procrastinait, celle qui abandonnait vite, celle qui vivait pour l'approbation externe, celle qui se noyait dans le doute. Ces identités deviennent des cages si tu ne les lâches pas. Tu n'es pas un personnage écrit par ton passé, tu es l'auteur de ce qui vient. Quand tu sais qui tu veux être, ta vie cesse de se sentir chaotique. La clarté remplace la confusion. La discipline remplace l'improvisation. L'intention remplace la culpabilité. 6. Lâche ce qui ne sert pas. Un arbre qui essaie de survivre en portant des feuilles mortes finit par s'affaiblir. Non pas parce que ces feuilles sont mauvaises, mais parce qu'elles ont déjà accompli leur cycle et ne font maintenant que consommer de l'énergie qui devrait aller à la nouveauté. Tu es pareil, tu continues à porter des souvenirs qui ne t'aident plus, des erreurs qui ne signifient plus rien, des personnes qui ne correspondent plus à toi, des culpabilités qui ne t'appartiennent pas et des versions passées de toi qui ne font que te freiner. Et puis tu te demandes pourquoi tu es épuisé, confus ou sans force pour avancer. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un excès de charge. Lâcher ne semble pas compliqué jusqu'à ce que tu doives le faire. Lâcher implique d'accepter que quelque chose a été important, mais ne l'est plus. Cela implique d'admettre qu'une relation n'ajoute plus rien, même si cela fait mal de le reconnaître. Cela implique de voir que certaines habitudes n'ont plus leur place dans la vie que tu es en train de construire. Cela implique de laisser aller le besoin d'avoir toujours raison, de porter des culpabilités étrangères, de soutenir des histoires brisées simplement par peur de fermer des chapitres. Et voici la vérité inconfortable. Beaucoup de ce qui te pèse est quelque chose que tu choisis de continuer à porter. Ce point exige un niveau d'honnêteté émotionnelle que tu as probablement évité pendant des années. Parce que lâcher n'est pas un processus mental, c'est émotionnel. Cela signifie renoncer à ce qui est familier, même quand ce qui est familier te fait du mal. Cela signifie accepter que ton passé ne sera plus jamais différent. Cela signifie arrêter de répéter des conversations internes qui ne mènent à rien. Cela signifie mettre des limites là où avant tu ne mettais que des excuses. Et accepter cela demande du courage, Le stoïcisme enseigne que la racine de la souffrance n'est pas dans ce qui se passe, mais dans l'attachement à ce qui a cessé d'avoir de la valeur. Quand tu insistes pour garder ce que tu devrais laisser aller, tu deviens prisonnier de tes propres souvenirs. Tu restes coincé dans des personnes qui ne font plus partie de ton chemin, dans des erreurs que tu ne peux plus changer, dans des décisions qui n'ont plus de sens. Ton avenir est en pause, parce que ton cœur reste attaché à un passé qui est déjà terminé. Lâcher ce qui ne sert pas ne signifie pas oublier, cela signifie se libérer. C'est fermer un cycle pour pouvoir en ouvrir un autre. C'est comprendre que toutes les personnes qui ont été dans ta vie ne méritent pas d'être dans ton prochain chapitre. C'est accepter que certaines blessures n'ont plus besoin d'attention, elles ont juste besoin d'un adieu. C'est reconnaître que certaines idées que tu as défendues pendant des années ne te représentent plus. C'est laisser aller l'ancienne identité qui te maintenait petit, insécurisé ou limité. Fais un inventaire émotionnel. Vérifie ce que tu continues à porter qui te vole la paix. Les personnes avec qui tu n'es plus aligné. Les souvenirs que tu répètes comme si tu étais une punition pour toi-même. Les objets que tu gardes par nostalgie, pas par nécessité. La culpabilité qui n'a plus de sens. L'envie qui surgit de te comparer à des vies qui ne sont pas les tiennes. Les rancœurs que tu portes comme si elles étaient des trophées de douleur. Tout cela occupe de l'espace dont tu as besoin pour grandir. Quand tu commences à lâcher, quelque chose en toi s'allège. Tu commences à penser plus clairement, à sentir avec moins de poids, à avancer sans autant de résistance. L'ancien cesse de bloquer le nouveau. La vie commence à s'organiser parce que tu ne retiens plus ce qui la désorganise. Le vide que tu ressens en lâchant n'est pas une perte, c'est de l'espace.
Et cet espace sera nécessaire pour la personne que tu es en train de construire. 2025 peut être ton année si tu as le courage de laisser aller ce qui ne correspond plus à ton présent. Tu ne peux pas avancer en portant des versions de toi qui n'existent plus. Tu ne peux pas construire de discipline avec des habitudes qui te détruisent. Tu ne peux pas retrouver ton calme en t'accrochant à de vieilles histoires. Tu ne peux pas créer ton identité si tu restes enchaîné à ton passé. 7. Commence avec un pas clair. Un bâtiment ne se lève pas d'un coup, il se lève en posant une brique bien placée, puis une autre, puis une autre. Peu importe la taille de la structure, elle commence toujours par un seul mouvement initial. Et c'est exactement ce qui manque à votre vie. Un premier pas ferme, clair et décidé. Pas 20 pas, pas un plan parfait, pas une liste de changements impossibles, juste un que vous pouvez soutenir. Le chaos que vous ressentez ne vient pas de la complexité de votre vie, il vient de votre incapacité à commencer par quelque chose de concret. Pendant des années, vous avez voulu tout changer en même temps, et cela a été votre chute. Vous avez essayé de réparer votre discipline, votre esprit, votre corps, vos relations, votre argent, votre passé, tout en même temps. Cela vous a brisé. Personne ne peut se reconstruire sur autant de fronts simultanés. L'anxiété que vous ressentez n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de direction. Votre vie n'a pas besoin de vitesse, elle a besoin d'un début. Un point de départ que vous pouvez maîtriser. C'est le but de cette étape. Le stoïcisme enseigne que l'action correcte naît de la clarté, pas de l'impulsion.